Bien le bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire de rentrée pour Proévolution. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet, un sujet alors qui n'est pas forcément le sujet qui attire le plus de foule, vous êtes un peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est quand même un sujet qui nous tenait à cœur. On parle souvent de management, on parle de ressources humaines, donc d'humains en général, et donc il y a un sujet qui est quand même très préoccupant dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le cancer. Voilà, cancer, je peux dire le mot, c'est un fléau. Sans doute tous un proche qu'on connaît qui est atteint de cette maladie. Peut-être parmi vous, je ne le souhaite pas bien sûr, vous pouvez être atteint de cette maladie et comment gérer, bien sûr, pas la maladie en elle-même, ça, c'est d'autres sujets, mais en entreprise et notamment le retour d'un collaborateur. Voilà, avant de commencer, on va toujours laisser quelques minutes aux gens de se connecter. Ça me permet d'introduire peut-être en présentant justement Proévolution aux personnes qui ne connaissent pas la structure. Et avant ça, quand même, vous présenter l'outil si jamais vous êtes nouveau à nos webinaires. Sachez qu'on utilise actuellement l'outil Livestorm sur lequel vous êtes connecté et vous avez la possibilité d'échanger avec nous de différentes manières. Vous avez donc tout en bas l'onglet questions qu'on vous recommande d'utiliser si vous avez des questions pendant l'intervention. Alors, si vraiment la question est chaude sur l'intervention, on coupera, mais de manière générale, on va plutôt garder les questions pour la fin, notamment pour nos intervenantes. Et puis de manière plus libre, vous pouvez utiliser le chat, donc n'hésitez pas effectivement, voilà, utiliser le chat tout en bas à droite pour parler librement ou entre vous. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, donc pour commencer, pour parler peut-être rapidement de Proévolution. Donc Proévolution, nous sommes un cabinet de conseil RH. Nous sommes spécialisés dans 4 métiers depuis 1988, maintenant 36 ans même, ouais, 37 ans d'existence. Donc historiquement, le recrutement, on cherche des talents pour vos entreprises, voilà, que ce soit des fonctions de cadre dirigeant, d'experts techniques, commerciaux ou autres, l'ensemble des fonctions. Donc on peut vous aider en recherche, en chasse de talents. On a développé également un département de transition de carrière et conseil, notamment qui va accompagner les managers, mais aussi qui va vous aider à vous placer dans les entreprises, de l'autre placement, du reclassement dans certains cas. Management de transition, on sait que vous êtes beaucoup de managers à suivre nos webinaires, et donc David ici présent va compléter en vous donnant un peu l'activité de ce domaine qui consiste effectivement à placer des talents sur des missions courtes, par exemple des missions de retournement, de fusion, du management relais. Voilà, et donc on a effectivement des managers disponibles pour en 48 heures être présentés et rejoindre très rapidement ensuite votre entreprise pour ce type de mission. Enfin, dernier département sur la partie digitale, alors toujours sur l'angle RH, on accompagne à la transformation digitale. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA, la formation à l'IA, notamment formation sur le manager numérique. On parle aussi d'intergénérationnel, c'est des sujets. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on fait. Voilà. Je ne vais pas plus dans le détail, c'est pas pour ça que vous êtes là. Je donne juste quelques chiffres. Je vous disais, on est présent depuis 1988, une vingtaine de collaborateurs. On opère sur le transfrontalier, l'axe franco-germanique, mais également franco-hispanique. On peut travailler sur la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche et bien sûr la France. On est reconnu par nos candidats par le label Happy Candidate qui valide qu'on s'occupe bien d'eux. Et pour les formations, notamment sur les managers, on a la certification Calliope. Voilà, on est présent un peu sur toute la France, également à Karlsruhe, mais comme je vous le disais, on opère sur l'ensemble de ces pays. Mais comme le but, c'est pas de parler de Proévolution, je vais juste laisser David introduire sur le management de transition avant de passer au sujet pour lequel vous êtes présent. Merci Xavier Noël, ravi de vous accueillir toutes et tous pour ce thème important, comme le disait Xavier Noël. Management de transition, en fait, vous savez tous de quoi il s'agit. Simplement, c'est de fournir dans un temps court, effectivement, un exécutif, donc un manager ou un dirigeant, à une entreprise qui en est privée, quelle que soit la raison, en fait, et donc dans un temps court pour une durée limitée, plutôt en mode projet. Et nous le faisons en fait effectivement en France, sur le territoire national, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et progressivement sur toutes les frontières métropolitaines. Notre actualité, eh bien, après un changement de gouvernement comme l'an dernier, on a eu au niveau politique une autre actualité, une dissolution, eh bien, nous sommes un peu dans l'expectative. Pour autant, les sollicitations se maintiennent, les entreprises ont des enjeux, toujours, y compris dans ces moments délicats. Il y a peu la diffusion du baromètre France Transition, qui est la fédération nationale, l'association qui regroupe les acteurs du management de transition en France,
le baromètre a été publié donc, avec des chiffres. Nous avons nous-mêmes produit une étude complémentaire vue de notre filtre. Donc, et ce soir aura lieu à Strasbourg en fait une rencontre en présentiel des managers de la région ou de ceux qui veulent bien venir jusqu'à nous, au cours de laquelle sera partagée en fait cette enquête et cette mise en regard en fait des chiffres de France Transition, donc pour un moment d'échange avec les professionnels du secteur. Nous avons également une présence en fait au congrès en fait de la DDIM, qui est l'équivalent de transition en Allemagne, donc qui se prépare pour début novembre. Et plus récemment, nous avons participé à de Kunst Personal, on va dire, donc qui est un congrès RH, des métiers des RH en fait, le plus gros congrès RH en fait en Allemagne, donc, qui s'est tenu à Köln il y a quelques semaines. Voilà un petit peu donc une rentrée riche, dense, et j'en dirai pas plus. S'il y a des questions, n'hésitez pas, Xavier le fera suivre. Et juste pour compléter ton intervention, je vous ai mis dans le chat, tout en bas à droite, les liens donc, déjà de l'étude France Transition qu'on a résumé sur notre blog, résumé analysé pour vous. Ça, c'est le premier lien. Et le deuxième lien, si vous êtes dans le coin de Strasbourg ou vous n'avez pas la possibilité d'y aller, donc la rencontre est ce soir. C'est la première rencontre des managers. Il reste quelques places. Quand je dis quelques places, je crois qu'il reste 4 places la dernière fois que j'ai regardé. Donc, si jamais, allez-y, c'est encore ouvert jusqu'à 14h et même si jamais vous voulez venir après, vous pouvez toujours nous contacter. Voilà pour cette introduction. Merci David. Et donc, sans plus attendre, on retourne sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ce sujet qu'on va donc aborder, c'est le retour au travail après un cancer. Alors, que vous soyez concerné directement, que vous ayez des proches concernés, que vous soyez un manager qui accompagne un retour au travail, et c'est principalement à vous qu'on s'adresse, ou un collègue, c'est un sujet souvent, je dirais, tabou. On n'ose pas parler de la maladie, on ne sait pas si on doit justement mettre en avant la personne qui est malade, il faut l'aider, ou au contraire se dire, cette personne, justement, elle veut traiter comme tout le monde. Donc, c'est un sujet très délicat, il faut le dire. Et donc, c'est un sujet tellement délicat qu'en même temps, on voulait en parler, en même temps, nous, on n'est pas experts, on le reconnaît. Et donc, on a fait venir aujourd'hui donc 2 intervenantes qui, elles, ont travaillé, qui vont compléter leur présentation. Donc, d'abord, effectivement, Véronique, qui est coach professionnel, et Fabienne, qui est donc naturopathe, et qui vont vous expliquer comment gérer cette problématique. Et on conclura par un témoignage. Alors, voilà, pour des raisons assez évidentes, elle est anonyme, mais elle vous présentera à ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a été elle-même directement concernée par le sujet qu'on évoque. Voilà, je laisse la parole à Véronique pour parler donc de ce sujet. Véronique, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Véronique Gralpoix, j'ai 59 ans. J'ai eu une carrière professionnelle plutôt orientée commerciale, puisque j'ai fait une grande partie de ma carrière là-dedans. Et ensuite, j'ai accompagné mon conjoint dans la gestion de son entreprise pour ensuite faire du coaching afin de pouvoir apporter toutes mes connaissances aux personnes que j'accompagne. Dans mon activité, j'interviens également auprès d'associations qui justement accompagnent aussi des personnes qui ont eu un cancer. Et donc, je les accompagne dans leur retour à la vie professionnelle, c'est-à-dire dans la période où elles ont terminé leur traitement et elles commencent à se projeter justement sur ce retour à la vie professionnelle qui n'est pas simple. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est effectivement que les entreprises prennent conscience qu'il y a vraiment, qu'elles ont un rôle à jouer dans ce retour et que pour des raisons d'organisation, avec tout ce que l'on entend sur les difficultés de recrutement et de conservation des collaborateurs, c'est une des pistes qui est effectivement à prendre en compte, puisque vous allez voir quelques chiffres dans la présentation, même si je vais éviter de vous abreuver de chiffres, mais il faut quand même bien poser un peu les bases. Les chiffres sont quand même assez alarmants, donc il y a vraiment une prise de conscience à faire pour les entreprises pour le retour en emploi des personnes atteintes de cancer.
Voilà pour ma présentation. Xavier Noël, je te laisse démarrer, ou à moins que Fabienne se présente déjà, comment tu souhaites faire? Je pense qu'on va démarrer. Fabienne se présentera à l'introduction de sa partie. D'accord, ok. Alors, les premiers chiffres, voilà, c'est l'OMS que l'on connaît, qui détermine en fait qu'entre 2022 et 2050, il y aura une augmentation de 77% d'augmentation donc du nombre de cancers, ce qui est absolument énorme. La slide après. Dans ces chiffres, on peut effectivement s'apercevoir que il y a le Conseil économique, social et environnemental annonçait donc qu'en 2025, il y avait 25% des actifs qui étaient touchés par la maladie. C'est quand même une personne sur 4. Alors, dans quelles conditions, en fonction de la typologie de la maladie, effectivement, la gravité peut différer, mais ça n'en reste pas moins qu'un quart des personnes en emploi sont touchées par cette maladie. Ensuite, donc selon l'Institut universitaire de Toulouse, 70% des entreprises ont des difficultés en fait à gérer ce retour post-cancer, puisque justement elles ont du mal un petit peu à savoir comment accompagner ce retour, d'où le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Et enfin, dernier chiffre plutôt évocateur. Et là, c'est le site Cancer at Work qui nous le donne. C'est que 65% des actifs souhaitent que leur entreprise accompagne davantage le retour en post-cancer, puisque, encore une fois, c'est une maladie bien différente de tout autre type de retour. Les chiffres clés, on ne va pas revenir dessus. Là, c'est un tiers, voire un quart, effectivement, des personnes qui sont atteintes. Ce sont 62% des cancers des adultes qui sont atteints. Et donc 100% des patients qui voient le retour au travail en fait comme un retour à la normalité. Donc à la normalité, c'est-à-dire à la vie telle qu'ils pouvaient éventuellement la vivre avant la maladie. Alors, les défis en fait de ce retour, c'est quoi? C'est effectivement tout d'abord un défi physique, puisque quand vous avez eu ce type de maladie, vous pouvez en tout cas avoir des séquelles physiques, de la fatigue, des effets secondaires persistants, qui là, la médecine n'est pas capable de dire combien de temps peuvent durer ces effets secondaires. Un bien-être psychologique, c'est aussi très, très important, puisque il y a beaucoup d'anxiété et de perte de confiance de la part des personnes qui ont subi cette maladie. L'adaptation professionnelle, c'est-à-dire l'aménagement du poste avec peut-être un rythme différent à adapter pour la personne qui revient, mais aussi le positionnement de cette personne au sein des équipes, vis-à-vis de sa hiérarchie directe, vis-à-vis de ses collègues. Donc tout ça, ça fait partie des défis du retour au travail. Alors pour comprendre les défis, beaucoup sont des défis invisibles. Donc la première grosse difficulté, c'est une fatigue persistante. Lorsque votre corps a subi un traitement chimiothérapique, même si après derrière vous avez eu du temps pour revenir et pour récupérer, le corps garde quand même ses séquelles très longtemps. Donc la fatigue est persistante
elle est sous-estimée et surtout, on est incapable actuellement de pouvoir dire pour combien de temps elle va durer. Donc, cette baisse de fatigue provoque quoi? Une baisse de concentration, mais également la mémoire qui est altérée, des réflexes qui reviennent un peu moins facilement, des souvenirs qui sont plus difficiles à revenir en mémoire, et un ralentissement de l'exécution, c'est-à-dire que des tâches que l'on pouvait faire dans un délai assez rapide auparavant, il est beaucoup plus difficile de retrouver ce rythme, même dans la vie quotidienne. Le rythme est vraiment bas lorsque vous revenez, et tout ça en fait crée quoi? Une frustration intense chez le collaborateur, mais cette frustration, elle est aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Donc c'est là toute la difficulté, c'est que le poids aussi du côté personnel est quand même très important dans son retour à la vie professionnelle. Alors, l'identité professionnelle de celui qui rentre, déjà, elle est très mise à mal parce qu'il y a une grosse perte de confiance. Un métier qu'on a toujours su faire, qu'on a fait depuis des années, un poste que l'on connaît par cœur, quand on a été arrêté 6 mois, 1 an, 18 mois, voire au-delà, la personne se pose toujours la question, est-ce que je vais être capable de retrouver mon poste? Mon poste a-t-il évolué de différents points de vue? Est-ce que mon équipe va être toujours la même? Est-ce que l'informatique va être toujours le même? Est-ce qu'il y a eu un changement de logiciel au sein de l'entreprise? Est-ce que mon manager sera toujours le même, ou est-ce qu'il y a eu un remaniement d'équipe? Tout ça, ce sont des questions que se pose la personne qui revient, et qui surtout la mettent très mal à l'aise par rapport à une nouvelle implication qu'elle va devoir avoir. Donc, retrouver sa place. Comment je vais faire pour pouvoir retrouver ma place, et comment faire le métier que j'ai toujours fait et le faire à nouveau et correctement. Du coup, il y a un doute sur sa légitimité. Est-ce que je vais savoir faire ce métier toujours? Est-ce que je vais pouvoir me souvenir des codes que j'utilisais ou bien des relations internes de l'entreprise? Donc, tout ça, ce sont en fait des nouveaux challenges, et qui doivent être accompagnés effectivement par les managers. La grosse différence, elle se situe sur trouver du sens. Les gens qui ont eu un cancer ont un retour à la vie, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup employer, mais je pense qu'il est quand même assez symptomatique. Et en fait, ces personnes-là ont besoin de sens. Elles ont compris que les jours pour tout le monde, sauf que quand on n'a pas été malade, on n'en est pas conscient. En fait, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et les jours nous sont comptés. C'est-à-dire que chaque nouvelle journée, c'est une journée de moins dans notre vie. Quand on a été malade, il faut du sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire les choses avec une bonne raison. Que cette raison corresponde à notre rythme de vie, que cette raison corresponde à ce que l'on a envie de faire, parce que le rapport au temps est vraiment complètement différent. Et il n'est plus question de faire des choses par automatisme s'il n'y a pas un intérêt derrière. Alors, l'entreprise, comment elle se situe par rapport à ça? Il y a quelques erreurs qui sont, en tout cas, moi, dans tous les coachings que j'ai pu faire, là, je vous ai cité 4 erreurs principales, mais je pense qu'il pourrait aussi y en avoir d'autres. La première chose, c'est de faire comme si rien n'était. C'est-à-dire considérer une personne qui revient de cette maladie comme une personne qui revient d'une grippe. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne revenez pas d'un cancer comme vous revenez d'une grippe ou d'un rhume ou même d'un burn-out. Encore une fois, j'insiste sur le fait que vous avez un retour à la vie qui est complètement différent.
Donc, quand la personne n'est pas considérée, du coup, sa confiance en elle va de nouveau plonger peut-être encore un peu plus que dans le fait déjà de revenir. Et la grosse différence, c'est quelqu'un qui s'est arrêté pour la première fois de sa vie, par exemple, parce qu'elle a eu un cancer et qui n'avait auparavant jamais eu d'arrêt maladie. Là, elle n'hésitera plus en fait à se remettre en arrêt maladie parce que si elle ne sait pas pour les raisons pour lesquelles elle est retournée travailler, elle ne prendra plus de risques avec sa maladie et avec sa vie. Donc vraiment, considérez et faites, comprenez ce que les personnes qui rentrent ont besoin. Parce que bien évidemment, chaque personne est différente. La seconde erreur, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire de peut-être trop infantiliser une personne qui revient. Elle a besoin d'être considérée comme avant. C'est un petit peu ce paradoxe qui est un peu compliqué. C'est qu'elle a besoin d'être considérée comme elle était avant, mais aussi elle a besoin qu'on lui fasse confiance, elle a besoin de retrouver sa confiance, mais ce dont elle n'a surtout pas le besoin, c'est qu'on la prenne pour un enfant et qu'on la prenne trop par la main pour l'aider à réintégrer l'entreprise. Donc vraiment, ne pas les infantiliser parce que pareil, elles ne comprennent plus du coup ce qui leur arrive et elles ne trouvent pas leur place auprès de l'entreprise. À l'inverse, faire en sorte de ne pas du tout la considérer. Tu reviens, ok, tu reviens, parfait. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu as été arrêté. Qu'est-ce qui se passe? La personne ne trouve pas sa place. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Est-ce que je dois faire pareil qu'avant? Quel comportement je dois avoir avec mes collègues? Elle a un petit peu l'impression de marcher sur des œufs et du coup, elle se place dans un brouillard qui du coup ne lui redonne pas confiance pour retrouver son poste dans de bonnes conditions. Et ce brouillard peut être assez dense pour lui empêcher de voir un petit peu son avenir au sein de l'entreprise qu'elle réintègre. Et enfin, donc, la dernière erreur sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est donc le manque de dialogue avec le manager ou avec l'équipe dirigeante. Du coup, la personne se sent complètement isolée. Et là où ça devient aussi compliqué pour l'entreprise, c'est qu'en étant isolée, elle peut aussi, et là je vais employer une métaphore qui va parler à tout le monde, elle peut être le fruit dans le verre. C'est-à-dire que si elle n'est pas considérée, elle va se sentir complètement seule et là, elle risque en tout cas de mettre une mauvaise ambiance au sein du service ou au sein de l'entreprise et peut-être à terme faire partir des personnes que vous n'auriez pas souhaité qu'ils s'en aillent, voire peut-être partir elles-mêmes, mais en tout cas créer une désorganisation au sein de l'entreprise qui peut quand même être assez dangereuse. Ce qu'il faut aussi, et ça c'est le groupe Apicil qui nous le dit, c'est que 22% des arrêts longue maladie sont la conséquence directe de l'environnement de travail. Donc, on revient aux chiffres que l'on avait tout à l'heure, hein, quand on disait que 25% des personnes qui étaient atteintes d'un cancer étaient déjà en emploi. Vous voyez qu'on n'est pas loin de ces chiffres-là. Alors du coup, je suis allée chercher aussi un petit peu des chiffres sur l'absentéisme. L'absentéisme, effectivement, c'est quand même un coût qui est estimé entre 3 500 et 4 500 euros par personne. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est un coût moyen. Après, tout dépend le poste que la personne a et la taille de l'entreprise, bien évidemment. Mais il y a aussi les coûts indirects que l'on ne tient pas compte et en tout cas qui ne sont pas dans ces chiffres-là. C'est bien évidemment la baisse de productivité du service, c'est la formation du remplaçant, parce que si cette personne repart, il faut de nouveau la remplacer et à nouveau repartir sur de la formation. Les paiements des heures supplémentaires, puisque le travail qui n'a pas été fait par cette personne devra l'être par d'autres
donc risque d'heures supplémentaires, la désorganisation de l'entreprise ou bien et ou selon la taille du service, les dépenses administratives adjacentes, bien évidemment, le coût de recrutement, c'est ce qu'on vient de dire, l'impact sur le climat social, hein, puisque quand les gens ne savent pas comment réintégrer une personne qui revient de cette maladie, ça crée un petit peu une mauvaise ambiance et du coup, c'est un peu compliqué pour tout le monde. L'impact négatif sur la marque employeur, parce qu'effectivement, les entreprises ont besoin d'avoir une marque employeur la plus valorisante possible. Et là, le fait de ne pas prendre en compte une personne qui rentre, ça veut dire que la marque employeur de la société n'est pas au top. Et enfin, si cette personne a effectivement un rôle commercial, que ce soit une assistante, un commercial, un directeur commercial, ou en tout cas tout type de métier autour du commercial, il peut y avoir également un impact négatif, puisqu'on sait que la relation commerciale, au sens très large, est quand même humaine avant tout. Alors, comment transformer ces erreurs en réussite ? La première, c'est lors du retour du collaborateur, et moi j'irais même dire avant son retour, c'est-à-dire de pouvoir savoir ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise, comment il se sent, dans quel état d'esprit il est. Tout ça, ce sont des choses hyper importantes pour qu'il puisse avoir un retour au top de sa forme. Du coup, il faut l'aider effectivement à retrouver sa place et surtout lui prévoir une montée en charge progressive qui peut s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction de son poste et de son état, bien évidemment. La deuxième transformation, c'est la communication. C'est un mot qui est employé de façon très large, mais pour le coup, dans ce cas-là, c'est vraiment primordial. Donc, la communication de la direction et de la RH, hein, bien évidemment, de façon individuelle, de la part des collègues, pour pouvoir que les collègues réintègrent cette personne tout en sachant ce qui est attendu. Vous avez des gens qui vont rentrer d'un cancer, qui n'en auront peut-être même pas parlé à leurs collègues et qui ne vont pas forcément avoir envie qu'on leur en parle. Et par contre, vous avez d'autres personnes qui ont besoin effectivement de pouvoir en discuter pour, encore une fois, sortir ça de leur tête et de leur corps, si je puis parler un petit peu comme ça. La communication auprès des encadrants, donc les managers et les cadres supérieurs, pour qu'effectivement la personne soit vraiment le mieux réintégrée possible au sein de l'équipe. Alors, pour ça, on peut passer par, je vous ai mis quelques petits tips qui peuvent aider. Déjà, c'est la flexibilité, accepter que pendant quelque temps, une personne qui rentre ne va peut-être pas être, ne va pas être aussi opérationnelle qu'elle pouvait l'être avant, donc être un petit peu flexible envers elle. Adapter ses horaires, ce sont des gens qui parfois peuvent avoir des mots MAUX plus intenses le matin, d'autres peut-être plus intenses en fin de journée, d'autres en milieu de journée, donc peut-être faire une adaptation des horaires si c'est possible, et pour l'entreprise et pour la personne. Faire du télétravail, peut-être que dans vos entreprises, vous acceptez une journée de télétravail par semaine, peut-être que là, pour ces gens-là, il faut peut-être en passer par 2, voire 3, en fonction des besoins. Et l'adaptation du poste de travail, j'allais dire l'adaptation physique, peut-être, je ne sais pas moi, installer un bureau réglable en hauteur pour permettre à la personne de travailler debout parfois, ou bien de pouvoir la laisser seule dans un environnement parce que le bruit est plus compliqué pour elle à gérer et donc elle a des problèmes de concentration. Voilà, c'est des petits tips comme ça simples et qui peuvent être très efficaces. Donc, le coaching, comment il intervient ? Il intervient effectivement idéalement en amont du retour
pour justement connaître un petit peu les desiderata de la personne, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle peut faire, où est-ce qu'elle veut aller, pour pouvoir ensuite l'aider à retrouver sa place. Donc pour ça, moi ce que je vous propose, c'est effectivement le coaching individuel de cette personne, mais aussi la formation des managers avec lesquels elle va travailler pour que, pareil, le positionnement se fasse de façon naturelle et professionnelle. Et aussi une information auprès de son équipe ou des salariés de l'entreprise pour que chacun sache comment agir vis-à-vis de cette personne et ne pas créer d'impair pour que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Fabienne. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Fabienne Béguerie. Donc, je suis naturopathe certifiée de la Fédération française de naturopathie depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, je reçois en consultation individuelle et je suis ancien cadre manager dans le tourisme. Donc, je connais bien les problématiques également de l'entreprise, des salariés et des managers. Voilà, donc le rôle, pourquoi la naturopathie dans une approche de retour du salarié en entreprise suite à un cancer? Parce que la naturopathie est une médecine naturelle qui est reconnue par l'OMS, qui est une médecine naturelle occidentale identique à la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, pour l'autre côté de la planète. Donc, la naturopathie occidentale, c'est vraiment une approche naturelle pour le salarié pour augmenter sa vitalité, sa concentration au travail et diminuer son anxiété. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner le salarié dans son retour pour avoir une santé vraiment optimale suite à des traitements qui ont été des traitements médicamenteux qui ont été importants et qui ont des conséquences ensuite sur son énergie, sa vitalité et sa concentration et sa gestion du stress. Donc, slide suivante. On revient hop, un petit peu vite. Donc, le rôle, ça va être mon rôle, ça va être un accompagnement vraiment individualisé, essentiellement sur l'alimentation, pour avoir des digestions les plus courtes possibles et ainsi redonner de l'énergie aux salariés, mais également une alimentation qui va être aussi détoxifiante, parce que suite à un traitement médicamenteux important, il faut vraiment activer de manière naturelle les voies de détoxination des molécules chimiques qui sont encore présentes dans le corps de la personne. Ça va être une alimentation qui va être antioxydante, donc c'est ce que je dis toujours, l'assiette la plus colorée possible, pour amener des antioxydants donc, qui vont préserver les cellules du stress oxydatif et donc éviter également de repartir en maladie inflammatoire, et une alimentation avec le moins de sucre possible. Ah, c'est super, super important. Donc, c'est une approche sur comment traquer les sucres également invisibles, parce que les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. C'est leur énergie pour se développer. Et également, une alimentation qui va être avec le plus de gras possible. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Les bons acides gras pour une bonne santé mentale également et pour une bonne santé des cellules. Il n'y a pas que l'alimentation qui va pouvoir tout régler, mais c'est un pilier vraiment très important. Il y a cette santé mentale, cette humeur, cette motivation que doit retrouver
le salarié à son retour en entreprise dans le monde du travail qui a changé, qui est rapide et qui nécessite toute sa concentration. Et donc là, l'autre axe d'intérêt, ce sont les neurotransmetteurs, neuromédiateurs, qui sont les hormones du cerveau qui permettent les bonnes connexions. Et souvent, il y a un gros déficit dans ces neurotransmetteurs. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser un questionnaire type avec des questions qui se recoupent pour savoir voilà, quels sont les neurotransmetteurs qui sont défaillants, en carence. Ça peut être la dopamine, ça peut être l'acétylcholine, ça peut être la sérotonine, ça peut être le GABA. Tous ces neurotransmetteurs sont hyper importants parce que si on manque de dopamine, le starter du matin, si la personne manque de dopamine, elle pourra faire tous les efforts possibles pour vouloir une réintégration la plus optimale dans son entreprise. Si on ne l'aide pas à remonter cette carence en neuromédiateurs, ça va être très, très difficile pour lui. Et donc, cette carence en neuromédiateurs, elle peut être accompagnée par une alimentation vraiment dirigée, spéciale pour remonter une dopamine, et également des plantes qui permettent la synthèse de ces neuromédiateurs. Voilà, donc très très important de soutenir ce statut en neurotransmetteur pour la personne. Et il y a en troisième axe de travail, je veux dire, avec le salarié en retour en entreprise, c'est de remonter son énergie. Et remonter son énergie par des techniques vraiment très simples. Donc, c'est ce qu'apporte la naturopathie. C'est souvent des actions de bon sens qu'on a héritées, qui sont ancestrales, anciennes. Et l'idée, c'est de lui donner toutes les astuces possibles, simples, sans coûter forcément beaucoup d'argent, pour augmenter son énergie, se revitaliser au contact de la nature. Quand il est en pause déjeuner, sortir de son bureau, aller faire le tour du pâté de maison, aller au jardin le plus proche, déjeuner sous un arbre. Donc moi, mon accompagnement, il va vraiment être autour de toutes ces astuces de revitalisation qui se trouvent dans la nature en se connectant avec aux éléments, une forêt, une cascade, du sable, de la montagne, qui vont remonter les ions négatifs et qui sont hyper importants pour avoir une santé optimale. Je peux également conseiller à des personnes de pratiquer un sauna. Alors bien sûr, un sauna avec un protocole naturopathique que je ne vais pas détailler là, mais qui a une visée de détoxination du sang, de la lymphe, et également de décontracter et de relaxer. Et également apporter aux salariés des techniques de respiration qui sont très simples à effectuer sur le lieu de travail et qui permettent de se concentrer, de se réancrer et de repartir avec une meilleure énergie dans son travail. Donc, les bénéfices pour l'entreprise et le collaborateur, je vais laisser ensuite la parole à Véronique, mais notre association, à Véronique et moi, elle est présente voilà, pour accompagner et l'entreprise et le salarié, et moi, remonter le collaborateur avec une énergie, vraiment une concentration optimale qui va être extrêmement positive pour le salarié, qui va permettre à ce salarié de retrouver sa place dans l'entreprise et de se dire j'ai les mêmes compétences qu'auparavant et j'ai la même santé, même si elle a été altérée, mais je sais quoi faire pour l'augmenter. Et ce qui va être bénéfique également pour l'entreprise, sa motivation est améliorée, sa gestion de l'énergie aussi, ça permet de réduire son anxiété. Et c'est une reprise sécurisante et progressive. Voilà pour ma part. Donc, vous l'aurez compris, effectivement, l'idée de ça, c'est de pouvoir avoir une approche gagnant-gagnant, que ce soit aussi bien pour le collaborateur que pour l'entreprise, et qu'il puisse retrouver en fait
sa confiance en lui pour pouvoir être bien évidemment engagé et fidèle à l'entreprise. Slide. Voilà, donc la mise en place du programme, c'est une collaboration donc, entre les RH, la médecine du travail, les thérapeutes externes. C'est de la formation donc avec de la sensibilisation des managers aux spécificités de l'après-cancer. C'est l'aménagement, donc l'adaptation progressive du temps et de la charge de travail individualisée à la personne qui revient. Et donc, le suivi, c'est des évaluations régulières avec un ajustement du programme qui aura été personnalisé pour que toujours ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc, le rôle, la conclusion de ce webinaire, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il faudrait aller vers une approche intégrative du retour au travail. Donc, le rôle clé de l'entreprise, c'est l'organisation qui devient acteur du processus de guérison et de réintégration sociale. C'est une approche personnalisée de la personne qui revient, puisque chaque parcours est unique et chaque personne est unique également, qui nécessite une combinaison adaptée des différents soutiens qui peuvent être apportés par l'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de faire un investissement gagnant-gagnant pour le bien-être du collaborateur qui génère ensuite de l'engagement, de la loyauté et bien évidemment une performance plus durable. Donc, ensemble, créons un environnement propice au retour. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre témoin qui va pouvoir un petit peu nous expliquer ce qu'elle a vécu elle-même dans sa situation. Oui, bonjour à tous. Justement, mon témoignage va illustrer un petit peu ce qu'a pu annoncer Véronique. Donc moi, j'ai eu un cancer qui m'a contrainte à m'arrêter pendant 18 mois, du jour au lendemain, dans mon entreprise. Et donc, le retour a été vraiment angoissant. Donc, j'ai repris en janvier 2024. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de préparer ce retour. Moi, il n'a pas du tout été préparé. Malgré ma visite obligatoire de pré-reprise avec le médecin du travail qui a annoncé des aménagements pour mon retour. Simplement, ces aménagements n'ont pas du tout été évoqués avec mon manager. J'ai dû moi-même m'organiser dans mon travail pour pouvoir essayer de respecter ces aménagements, en sachant que mon travail consistait à me déplacer dans les entreprises. Donc, et j'avais des contraintes par rapport à ces déplacements. Donc, j'ai dû essayer de m'organiser comme j'ai pu. Je n'ai eu aucun échange avec mon manager, aucun suivi par rapport à comment ça se passe, mon travail. Même si elle avait conscience que c'était très compliqué, ce qui se passait, c'est qu'en fait, c'était son N+1 à elle, donc mon N+2 qui ne comprenait pas, en fait, pourquoi je ne pouvais pas réaliser telle ou telle activité. Et en fait, pour mon employeur, le fait de revenir travailler signifiait guérison. Or, non, ça ne veut pas dire guérison. En fait, on est en rémission. On est en rémission et on revient travailler. Pourquoi ? Pour justement essayer de retrouver une vie normale, en sachant que elle n'est pas normale et elle ne le sera jamais. Après, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Après un cancer, la vie n'est plus normale. Il faut réapprendre certaines choses de la vie courante. Donc, non, on ne revient pas travailler parce qu'on est revenu comme avant. On a des contraintes, on a changé, notre état d'esprit a changé. Comme disait Véronique, on veut donner du sens à ce qu'on fait. Alors qu'avant la maladie, on prenait les choses, on faisait le travail. Là, on se questionne sur pourquoi je le fais, est-ce que ça a du sens ce que je fais ?
Et en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est de communiquer en fait avec son salarié, que le salarié n'hésite pas à communiquer aussi et à demander. Moi, en fait, je suis restée dans mon coin. J'ai essayé de me débrouiller toute seule. Ça a été très, très compliqué ma première année de reprise. J'ai été d'ailleurs accompagnée en coaching sur la fin d'année avec Véronique. Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait, que si je continuais de me débrouiller seule et de m'enfoncer, voilà, je remettais ma santé en danger. Et c'était pas le but, en fait. C'est pas le but. On revient pas au travail pour remettre sa santé en danger. Donc, j'ai pris de la distance et ça, l'employeur et le manager ne l'ont pas compris. Malgré différentes alertes, différents échanges avec eux où j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était compliqué, et ben en fait non, c'est malgré l'arrêt, malgré la reprise de travail en mi-temps thérapeutique avec des aménagements du médecin du travail. Alors dès qu'il y a ça, l'employeur il ne dit rien, le manager non plus, on laisse faire. En fait, il laisse totalement le salarié, il n'ose pas. Moi, mon employeur m'a dit, je marchais sur des œufs avec toi, je ne savais pas comment te prendre. En fait, il faut juste essayer de communiquer et non pas échanger sur la maladie, parce que je vois une personne qui dit qu'en effet, le manager n'a pas le droit de parler de maladie. En fait, on ne veut pas que le manager nous parle de maladie, on veut simplement que le manager nous demande comment se passe notre reprise au travail, comment ça se passe, mes tâches, qu'est-ce que j'ai à faire. Est-ce que ça a été aménagé? Est-ce que tu as besoin d'un aménagement? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement? C'est ça. C'est pas nous parler de notre maladie, puisqu'on revient au travail, c'est justement pour avancer. Donc, on veut pas nous parler de maladie. On veut parler de notre travail et comment on arrive à concilier la maladie et le travail. Et ça, à aucun moment, j'ai eu d'échanges sérieux. J'ai eu vraiment mon manager qui me dit, allez, viens, on se pose autour de la table. Quelles sont tes tâches? Bon, ben voilà, celle-là, est-ce que tu es capable de la faire? Oui, celle-là, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et ça, je ne l'ai jamais eu. Et même encore aujourd'hui. Donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai repris mon activité. Et en fait, non. Et du moment où ma reprise en temps partiel thérapeutique s'est arrêtée, et que j'ai repris le travail normalement, et en fait, voilà, l'employeur considérait qu'il fallait reprendre le travail comme tout le monde, que j'étais une salariée comme tous les autres salariés, alors qu'en fait, j'ai des séquelles, certes invisibles, mais j'ai des séquelles. Mon employeur est au courant de ces séquelles et en fait, c'est ce discours-là, de dire non, mais c'est bon, il n'y a plus de mi-temps thérapeutique, donc maintenant, tu reprends le travail comme tout le monde. Et ce discours-là, il est difficile à entendre, en fait, puisqu'on n'est pas comme tout le monde. On n'est pas comme les autres. Donc, je voulais juste témoigner simplement pour vous dire de communiquer. C'est hyper important de savoir et d'anticiper, en fait, la reprise du salarié, de savoir de refaire le listing, reprendre la fiche de poste, reprendre le listing de toutes les tâches, de toutes les fonctions que la personne doit accomplir et de faire un point avec le salarié, de savoir est-ce que ces tâches-là, est-ce qu'elles vont pouvoir être réalisées normalement ou est-ce qu'il va falloir s'adapter, organiser différemment, avoir un accompagnement et faire des points réguliers. Ne pas laisser le salarié tout seul et faire des points réguliers. Simplement pour voir les tâches, parce que peut-être qu'il y a des tâches qui étaient compliquées au début et qui finalement, au bout de 3, 4 mois, finalement, le salarié peut les réaliser de manière normale et il n'y a plus besoin d'avoir un accompagnement ou autre. C'est simplement faire des points réguliers et de savoir si le salarié, c'est bon, est-ce qu'il a bien repris, est-ce qu'il a retrouvé ses repères, comment il se sent dans l'entreprise. À aucun moment, mon employeur m'a demandé comment je me sentais. Et ce qui m'a choquée, c'est le premier jour où je suis arrivée, c'est même pas comment tu te sens, est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur l'organisation, est-ce que tu vas avoir besoin de quelque chose, c'est rien du tout.
Je suis arrivée, au bout de 18 mois, je suis arrivée dans l'entreprise et ça a été, du coup, dans 1 heure, on se voit et on fait une réunion pour parler de ce client. Voilà. À peine arrivé, c'est 1 heure après, allez hop, en réunion pour parler du… Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir un traitement de faveur avec une arrivée où on prend le temps, mais juste, oui, se poser et faire le point sur les missions, les tâches et savoir si on peut les faire. Et échanger régulièrement, communiquer. Voilà, je voulais juste vraiment insister sur ça. La communication, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait défaut dans notre société de manière générale. Je le dis juste comme ça, au passage. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très poignant. Alors, c'est sûr que c'est une situation où vous l'entendez et c'est pour ça qu'on tenait à avoir ce témoignage et merci de l'avoir réalisé. J'imagine que c'est aussi éprouvant. Et bien merci aussi à Véronique et Fabienne. Alors avant de passer aux questions-réponses, hein, il y en a une qui a été traitée en direct. Hein, du coup, merci à notre témoin qui a pris la question d'Alain en direct. Vous pouvez encore poser des questions et juste avant donc de passer à ces questions, je voulais quand même vous parler des prochaines dates. Déjà, David l'avait introduit tout à l'heure. Hein, ce soir, on a notre première rencontre physique des managers de transition ou de gens de la communauté. Si vous n'êtes pas manager de transition, même une communauté qui vous intéresse, vous pouvez venir. Alors, il faut être effectivement à Strasbourg ce soir, à la Brasserie Perle, à partir de 18h. Il reste, comme je vous disais, 4 places. Je n'ai pas vérifié entre-temps. Mais voilà, si jamais, je vous remets vite fait le lien. Si jamais il y a des gens intéressés parmi vous, je le mets tout de suite dans le chat. Hein, ça laisse le temps aux gens de poser les questions. Je vois qu'il y en a une qui est venue. Donc ça, c'est la date pour la rencontre physique de ce soir. Et sinon, notre prochain webinaire, voilà, on l'a lancé hier, avant-hier. Vous avez peut-être vu la newsletter pour ceux qui reçoivent la newsletter de Proévolution. Donc, on va parler de la loi transparence des salaires. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet RH préoccupant d'une autre manière et en tout cas qui pose beaucoup de questions. Puisqu'on en entend parler de cette loi, il y a beaucoup de mythes autour de cette loi. Hein. Qu'est-ce qu'elle va vous obliger à faire? Comment elle sera retranscrite dans le droit français? Voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui, simplement notez la date. Vous pouvez déjà vous inscrire et là aussi, je vous envoie le lien pour vous inscrire à ce webinaire dans le chat. Donc, vous pouvez dès à présent, effectivement, vous inscrire pour vous connecter. Donc, le 16 octobre à 11h. Voilà, donc on revient sur le sujet avec vos questions-réponses, donc sur le retour au travail après un cancer, donc après ce témoignage et cette présentation de Véronique et Fabienne. Et pour l'instant, je vois une question d'Isabelle qui demande: il y a bien un entretien obligatoire au retour d'un arrêt maladie? Je crois que notre témoin avait répondu. Je ne sais pas si l'une veut compléter la réponse. Oui, alors en fait, après un retour maladie, il y a un entretien, enfin une visite de pré-reprise avec le médecin du travail. On peut solliciter également un échange, mais il n'y a aucune obligation d'avoir un entretien avec l'employeur. Moi, je l'ai sollicité parce que ma manager, c'était une personne en qui j'avais confiance, avec qui ça se passait très bien. Donc, on a échangé ensemble sur ma reprise, mais avec mon employeur, je n'ai eu aucun échange. C'est la visite de pré-reprise qui est obligatoire. Merci. Une autre question de Samuel. Samuel nous dit: je comprends lorsque vous dites que les entreprises doivent prendre en compte les difficultés liées à un cancer au retour. Cependant, n'existe-t-il pas un risque qu'en allant trop loin, certains collaborateurs perçoivent cette attention comme une forme d'infantilisation? Je pense à une question pour Véronique, qui avait un peu abordé ça, peut-être revenir un peu plus en détail sur cette limite. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme pour beaucoup de choses, hein, c'est de trouver le juste équilibre. Effectivement, l'idée, c'est pas du tout d'infantiliser la personne parce que ça n'est pas un enfant et elle peut très mal le prendre, mais c'est aussi de ne pas faire comme ce qui est arrivé à notre témoin, de faire en sorte que la personne revient et c'est comme si elle était partie la veille, quoi. Donc, c'est tout cet équilibre difficile à trouver, mais en tout cas, moi, dans les expériences que j'ai, le fait que l'entreprise prenne en compte de façon ouverte ce retour à l'entreprise grâce au coaching et grâce à l'accompagnement général
j'allais dire de tout le monde, hein, aussi bien de la personne que du manager et de l'équipe, ça permet d'améliorer cette communication. Après, effectivement, il faut trouver le juste équilibre entre tout, quoi. Merci Véronique pour cette réponse. Alors ça s'active du coup dans la salle. On a Charlotte, alors c'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais je la cite. Donc je me permets, la visite de pré-reprise n'est pas obligatoire, c'est une demande du salarié. L'employeur ne peut que la recommander, ce que je valide à 100%. Cela permet d'anticiper. C'est la visite de reprise qui l'est. Voilà, donc, je ne sais pas si vous contestez, mais a priori, Charlotte a l'air effectivement sûre d'elle. Donc merci pour Oui, c'est la visite reprise. Enfin, moi, j'appelais ça pré-reprise parce que sur les papiers, enfin, c'est la visite de reprise, oui. Mais j'appelle ça pré-reprise. Enfin, j'en ai. On est d'accord. Je remercie du coup, Charlotte, pour la correction. Alain intervient. Alain se demande comment éviter que la communication sur ce sujet soit utilisée par le salarié pour attaquer pour harcèlement. C'est donc un risque effectivement côté employeur. Effectivement, vous ne pouvez rien faire sans l'aval du collaborateur, on est bien d'accord. Mais encore une fois, là, on parle pas d'un collaborateur, excusez-moi pour l'expression, normal. On parle d'un collaborateur qui revient dans une entreprise pour différentes raisons, parce que il en a envie, parce que financièrement il est obligé, parce que il veut retrouver une vie le plus rapidement possible et le plus normal possible. Donc, mais il est certain qu'il faut l'aval du collaborateur pour que cet accompagnement puisse être fait dans les meilleures conditions possibles. Et puis, c'est de le définir, je voulais juste rajouter, c'est de bien définir cet accompagnement dès le départ, en fait, d'expliquer, d'échanger avec le salarié et de se définir dès le départ à quelle fréquence est-ce que l'on fait des points, associer les RH aussi, et c'est pas uniquement le manager et salarié, ça peut être manager, RH, salarié, ça peut être, enfin voilà, il y a différentes façons de le faire, mais c'est vraiment de tout définir dès le départ. C'est ça, et je pense que la question d'Alain était aussi orientée sur le fait que le sujet était un peu tabou, ce qu'avait abordé notre témoin. Donc l'idée, c'est pas de poser la question sur la maladie, mais bien sur le fait d'accompagner la personne sans parler de sa maladie. Oui, sur ses tâches, en fait, sur son poste de travail, sur ses fonctions, et pas la maladie. Une question de Patricia, je pense que ce sera la dernière parce qu'on arrive au bout du timing. Patricia nous demande quelle durée peut prendre le planning de retour. Parle-t-on d'aménagement sur 1 ou 2 ans ou plus? Là, je vais répondre, je vais faire une réponse un petit peu bateau, mais ça dépend un petit peu de la personne. Voilà, l'idée. Après, je vais laisser notre témoin compléter, mais effectivement, il est difficile de dire un accompagnement sur combien de temps il doit être fait. Parce que chaque cas, encore une fois, est compliqué et en tout cas est complètement différent des autres. En effet, on peut définir une comment dire, une deadline, se dire bon voilà, on va essayer de planifier un retour sur un an. Mais étant donné qu'on va faire des points réguliers, peut-être qu'on va se rendre compte qu'au bout de 8 mois, finalement, le salarié s'est très bien intégré dans l'entreprise, a bien retrouvé ses repères, a trouvé une organisation et est redevenu opérationnel. Donc là, inutile de continuer si au bout des 8 mois, on s'est rendu compte que tout fonctionne. Après, ça va dépendre de beaucoup. Ça va dépendre en effet du salarié, ça va dépendre de la fonction, ça va dépendre de l'accompagnement, du manager, ça dépend de plein de choses. Donc, et c'est pour ça, vraiment se poser dès le départ et faire un point sur justement les différentes tâches
pour voir déjà, pour estimer si ce retour, cet accompagnement va durer 6 mois, 1 an. Mais ça peut être raccourci, ça peut être allongé. C'est difficile de se positionner sur une durée. Très bien. Merci encore à tous. Déjà, merci avant tout à Véronique, Fabienne et notre témoin d'avoir proposé ce sujet. Voilà, c'est pas forcément le projet qui va nous faire trépigner de joie aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'il faut aborder. Et merci à vous qui avez été présents, qui avez participé. Si vous avez des questions, peut-être des besoins, vous êtes concernés pour des projets, vous pouvez bien sûr contacter Véronique et Fabienne. Hein, n'hésitez pas à passer par l'intermédiaire de Proévolution. Et puis, je vous retrouve pour ceux qui viendront ce soir dans la vraie vie à Strasbourg. Et sinon, donc le 16 octobre à 11h sur la loi transparence des salaires. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.